Ça y est. Eh bien, bonsoir. Donc, ce soir, je vais vous parler du coup de la Révolution française et de l'Empire. Pourquoi ce sujet maintenant? C'est que je me suis rendu compte que la période que nous vivons pouvait être mise en parallèle avec cette période qu'ont vécu nos ancêtres. Et il y a des ressemblances qui sont assez troublantes. Donc j'ai choisi ce sujet de manière à vous amener à réfléchir et à ce que ça engendre derrière un débat entre nous. Donc le bilan que je vais dresser de cette période de l'histoire de la France va être fait sous différents aspects. Je vais commencer par le bilan démographique. Le coût humain des guerres de la Révolution et de l'Empire entre 1792 et 1815 représente 2 millions de morts, soit un coût équivalent aux 2 guerres mondiales pour la France. La France n'était plus envahie depuis Louis XIV. Cette période a été marquée par l'idéologie des révolutionnaires qui était de libérer les peuples opprimés et détrôner les despotes. L'Angleterre a contraint Napoléon à la guerre et le patriote est celui qui répudie l'ancien régime et défend le nouveau. Et il n'est plus solidaire, à proprement parler, de la patrie. Concernant les volontaires, au départ, donc, les personnes qui ont été mobilisées étaient essentiellement des volontaires. Puis, ensuite, nous sommes passés à la réquisition, et notamment la levée en masse de 1793, qui a touché bon nombre de générations. La première génération, 18-25 ans, la génération de 25-30 ans, puis les 30 à 60 ans. Durant cette période, sur le plan financier, ça a été la multiplication des assignats pour payer les frais de guerre, soit 2 milliards de francs le 28 septembre 1793. La Convention a levé en 1794 1 200 000 hommes pour un effectif permanent de 800 000 hommes. Suite à cela, la colère populaire s'est exprimée, notamment en Vendée et en pays flamands. Et elle ne s'est pas exprimée uniquement dans ces zones, puisque en regardant les histoires locales, on se rend compte que la colère s'est exprimée un petit peu de partout. La loi Jourdan de 1798, en 5, avec les classes de 20 à 25 ans, ont eu une durée de service de 1 à 5 ans en fonction de la durée de la guerre. Selon Jean Tullard, 1 million de morts, globalement il y a eu sur la période 1 million de morts, dont 470 000 décès enregistrés et 530 000 disparus. Je vais vous donner une idée un petit peu des morts à l'occasion des batailles. Valmy, 800 à 900 morts, Marengo, 6 000 morts, Austerlitz, 8 000, Essling, 15 000, Wagram, 30 000, la campagne de Russie, 650 000. Sur ces 650 000, 500 000 ont passé le Niémen, 10 000 en sont revenus. Il y a eu 300 000 morts, 100 000 prisonniers. La campagne de 1813 a représenté globalement 250 000 morts, avec 9 000 morts à Dresde, 60 000 morts à Leipzig, 25 000 morts à Waterloo, soit un tiers de l'effectif. En an 2, parallèlement à ça, il y a eu 25 000 déserteurs. En an 7, 31 000 déserteurs sur 77 000 conscrits. Durant la campagne de Russie, il y a eu 50 000 déserteurs. Donc ça vous donne une idée un petit peu de l'atmosphère qui pouvait régner parmi la population. Entre 1789 et 1814, il y a eu 1 400 000 victimes qui sont tombées à l'ennemi ou des suites des blessures. Et à ce chiffre, il faut rajouter les guerres de Vendée et ce qu'a engendré la période de la terreur. L'émigration, elle augmente dès octobre 1789. 10 000 prêtres sont partis en Angleterre, 6 000 en Espagne.
Les aristocrates sont partis sur Turin, Coblence, le duché, le royaume de Saxe, la Russie et les Amériques. En 1825, il a été établi 25 000 dossiers concernant des demandes d'indemnité suite à ces immigrations. Ça a concerné 67 250 chefs de famille, soit 200 000 personnes. La liste des proscriptions atteignait 145 000 personnes, dont 25 000 dans l'armée des princes et 25 000 en Angleterre. Les massacres de septembre 1792 ont fait 1300 morts à Paris en 4 jours, dont 33 enfants. À Paris, de mars 1793 à juillet 1794, on a guillotiné 1862 personnes. L'ensemble des guillotinés sur la place de Paris représente 2639 personnes. Pendant cette période, les tribunaux, 52% de condamnations à mort dans l'Ouest contre 19% dans le Sud-Est. À Toulon, le dénommé Fréron a fait tomber 200 têtes par jour et a fait fusiller soit 800 personnes. À Orange, Mequet a fait procéder à 332 exécutions. À Lyon, Collot d'Herbois a fait guillotiner ou mitrailler 1684 personnes. Je n'ai pas les chiffres pour Marseille où il y avait Barras, ni Bordeaux où il y avait Tallien. Il n'y a pas eu à noter toutefois que sur l'ensemble de la France, il y a eu des disparités importantes. Il n'y a pas eu de condamnation à mort dans 6 départements et moins de 10 dans 31 départements. Ce qui est intéressant de regarder de près, c'est quelles sont les personnes qui ont été exécutées. Parmi elles, 28% de paysans, 31% d'ouvriers artisans, 20% de marchands spéculateurs, 8 à 9% de nobles, 6 à 7% du clergé. Globalement, on peut estimer que les guerres de Vendée ont fait à peu près 400 000 morts. À la fin du Premier Empire, 1814, il s'est produit ce qu'on appelle la Terreur blanche, dont vous pourrez aller lire un certain nombre de choses sur cette période. Donc si vous voulez, la Terreur blanche, c'est la réaction des royalistes et de ceux qui sont anti-révolutionnaires à cette époque-là et qui ont voulu se venger de ce qu'ils avaient subi pendant toutes les années de la Révolution et de l'Empire. Et la Terreur blanche a vu surtout son expression dans le Lyonnais, en Provence et en Corse. C'est ainsi que le maréchal Brune en a fait les frais en Avignon et que le général Ravel en a fait les frais à Toulouse. Durant cette période, c'est une période qui est proche, je dirais, de la guerre civile, avec des exactions aussi bien d'un côté que de l'autre. Et lorsqu'on examine les archives, on se rend compte que c'est souvent pas les personnes les plus impliquées qui ont payé un lourd tribut dans cette affaire. Le bilan des guerres civiles, globalement, peut être estimé à 600 000 morts. Au XVIIIe, la natalité française était vigoureuse. La population française en 1789 représentait 27,5 millions de personnes. Pour vous donner une idée, en 1709, c'est-à-dire sur la fin du règne de Louis XIV, 19 millions. Et la population française représente 15% de la population européenne à cette époque-là. Donc la France était en pôle position sur un plan européen, et c'est une des raisons pour laquelle, et compte tenu de la puissance de la France, tous les autres pays ont cherché à l'abattre. Et si nous n'avions pas eu les 2 millions de morts de la Révolution et de l'Empire et les 2 millions de morts des 2 guerres mondiales, on peut estimer, en étant droit d'estimer qu'à l'heure d'aujourd'hui, la France compterait 110 millions d'habitants. Donc il serait la plus grosse puissance européenne. Et les autres pays ont toujours craint justement la France de par
sa population et de par son rayonnement. Sous Louis XVI, au niveau des naissances, chaque année naissaient 900 000 à 1 million d'enfants. Le taux de natalité était de 37 pour 1000. Dès 1770, on a connu un ralentissement des naissances en France. La France était surpeuplée, considérée comme étant surpeuplée, en comparaison du rendement des terres agricoles. Bon, j'aurai l'occasion de revenir sur la problématique des terres agricoles. Les mariages étaient tardifs, 25 ans pour les femmes, 30 ans pour les hommes. Sur la période 1770-1789, chaque couple engendrait 5,2 enfants. Le taux de natalité est passé donc de 37 pour 1000 à 32 pour 1000 entre 1805 et 1815. En 1813, les gens se sont mariés pour échapper à la conscription. Avant la Révolution, le consentement des parents au mariage était de 25 ans pour les femmes, 30 ans pour les hommes. Avec la Révolution, le consentement des parents est tombé à 21 ans. Et à noter que sur la fin du XVIIIe, donc, il y a eu de bien meilleures pratiques en matière d'accouchement, donc moins de mortalité infantile dans les nouveau-nés. La mortalité est en recul chez les adultes avant la Révolution. La dernière épidémie de peste date de 1720 et la dernière famine de 1710 suite au terrible hiver de cette époque. Entre 1791 et 1795, le taux de mortalité était de 32 pour 1000. Dès le début du 19e, l'État a fait pratiquer les premiers recensements de la population. Et le premier recensement a vu le jour en 1801, puis ensuite tous les 5 ans. Paris est passé de 550 000 habitants à 700 000 habitants en 15 ans, entre Brumaire et Waterloo. On a assisté également à cette période à une féminisation de la population. Pour 1000 hommes, on a compté 1034 femmes en 1806, puis pour 1000 hommes, on a compté 1059 femmes en 1815. De 1775 à 1816, les moins de 20 ans passent de 42,8 à 41,2% de la population. Sur la même période, les plus de 60 ans passent de 7,3 à 9,4%. La France a perdu sur le plan démographique par rapport aux autres nations. Et c'est ce qui a posé problème par la suite. De 1789 à 1815, la population française a augmenté de 9%, alors que la population du Royaume-Uni a augmenté de 23%. Et Londres est devenue une ville très importante avec 800 000 habitants. Je vais maintenant passer, après ce bilan de la population, à un bilan territorial. Durant la période révolutionnaire empire, le territoire reste à peu près le même, agrandi ici, amputé ailleurs. Les pertes se situent au-delà des mers. L'enclave pontificale d'Avignon rentre dans le giron français en 1791. C'est le comtat venessin qui était sous la coupe des papes depuis le XIIIe siècle. Et là, la population bénéficiait d'avantages non négligeables, puisqu'il n'y avait pas de service armé, ni d'impôts. Mulhouse, qui était ville libre, est rentrée dans le giron de la France en 1798 et Montbéliard en 1793. Genève est rattachée à la France de 1798 à 1814, au département à l'époque du Léman. 6 communes du Pays de Gex retourneront ensuite sous le giron suisse. La frontière nord-est. En 1789, la frontière courait de la mer du Nord au Rhin avec de nombreuses enclaves, telles que le duché de Bouillon et Sarre-Louis. Les enclaves étrangères, comme la principauté de Salm, au passage, le prince de Salm avait un hôtel particulier à Paris qui est devenu l'hôtel de la Légion d'honneur. Et cette principauté dépendait du Saint-Empire. Le duché des Deux Ponts, qui est un reste des empires féodaux, duché des Deux Ponts, c'est la famille de l'électeur palatin. Le traité de Vienne de 1814 a remis en cause les frontières, et ainsi que le traité de Paris du 30 mai 1814, l'intégralité des limites existantes on en est revenu aux limites du 1er janvier 1792.
Donc on s'est retrouvé à cette époque-là avec un gain de 600 000 habitants. Dans le cadre de cette négociation, Humboldt a représenté la Prusse et le duc Pozzo di Borgo, qui est un Corse cousin de Napoléon, a représenté le tsar. Ensuite, nous avons eu le deuxième traité de Paris sous le ministère Richelieu au moment de la Restauration. Dans le traité de Paris, dans le cadre, il a fallu verser une indemnité de 700 millions. La France a perdu les terres belges et allemandes, Philippeville, Marienbourg, Chimay, le duché de Bouillon, Sarre-Louis, Sarrebruck, Landau, Nice, Monaco et la Savoie. La Savoie qui a été à plusieurs reprises un coup française et un coup dépendant du royaume de Piémont-Sardaigne. Donc on s'est retrouvé au deuxième traité de Paris, retour à la case départ 1789. La France est malgré tout une grande nation compte tenu des conquêtes de la Révolution et de l'Empire. On a rajouté 18 départements aux 83 créés par la Constituante et aux 2 départements Rhône-Loire découpés par la Convention, soit au total 113 départements, plus la République de Hollande et d'Italie. Saint-Domingue a été partagée avec l'Espagne et est devenue indépendante en 1825. Dans le cadre du traité de Paris, Saint-Domingue est revenu donc à la fois à la France et à l'Espagne. Dans les Caraïbes, nous étions en rivalité avec les Britanniques. La Martinique, la Guadeloupe, Saint-Martin, Sainte-Lucie ont changé de main à 3 reprises. Tobago et Sainte-Lucie sont restées anglaises. La Guyane est retournée à la France par le traité de Paris. Saint-Pierre-et-Miquelon revient à la France en 1816. La Louisiane a été vendue aux Américains 80 millions de francs, soit 23 à 24 tonnes d'or fin. Je rappellerai aussi que sous Louis XV, nous avions perdu les Indes et le Canada. Dans l'océan Indien, il nous est resté que les 5 comptoirs, c'est-à-dire Mahé, Yanaon, Carical, Pondichéry et Chandernagore. Au traité de Paris, on perd Madagascar et la Réunion, l'île Maurice, qui s'appelait l'île de France, des Seychelles et Rodrigue. Quelques mots sur le bilan juridique de cette période. On a assisté à une crise du pouvoir après 800 ans sous le règne des lois fondamentales du royaume. En 1789, d'une part, nous avons eu une révolution qu'on peut qualifier de révolution aristocratique avec le duc d'Orléans, Talleyrand, Mirabeau et Lafayette, et une révolution bourgeoise avec les Danton, Robespierre et Tallien. À la souveraineté d'une famille, comment substituer la souveraineté du peuple? Si la famille s'incarne dans un homme, en qui le peuple peut-il s'incarner? Au travers de représentants, désignation de ses représentants, pouvoir de ses représentants. Cela pose toujours question à l'heure d'aujourd'hui. Maintenant, un petit flash sur la durée des instances à cette période. C'est assez symptomatique. Les États généraux ont duré 65 jours, la constituante 26 mois, la législative 11 mois, la convention 3 ans avec les Girondins, les Montagnards et les Thermidoriens, le directoire 4 ans, le consulat 4 ans et demi, l'Empire 10 ans, la première restauration 1 an, le retour de l'Empire 100 jours, soit 8 régimes successifs. L'Assemblée nationale, monarchie constitutionnelle, Constitution de 1792 qui n'a jamais été appliquée, Constitution de l'an 3, Constitution de l'an 8 qui a été amendée à 2 reprises en l'an 10, la Constitution de l'an 12, la Charte de 1814, l'acte additionnel constituant l'Empire en 1815. La France est de ce fait déstabilisée, les institutions conformes aux exigences de la modernité ne résistent pas à l'épreuve du temps. Donc, période d'incertitude notoire. Un petit regard sur le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et la partie administration de la France. Le suffrage n'est jamais universel. En 1791, il est indirect à 2 niveaux et restreint. Il est fonction des revenus, c'est le suffrage censitaire. En 1793, il s'adresse aux citoyens sachant lire et écrire et qui exercent une profession.
En 1799, les électeurs ne peuvent que dresser des listes de confiance communales, vous apprécierez le terme. Les collèges électoraux sont expurgés de façon à ne pas se confondre avec le peuple, minorité souveraine. Pour élire les députés aux États généraux, le premier degré est constitué de 2 500 000 électeurs, soit un Français sur 10, et l'élection au second degré ne concerne que 25 000 personnes. L'Assemblée législative. Les électeurs sont les citoyens actifs de plus de 25 ans, acquittant une contribution directe d'un minimum de 3 jours de travail, et doivent prêter un serment civique et ne peuvent être en aucun cas des serviteurs à gages. Le second degré, dans les grandes villes, on doit payer une contribution supérieure à 200 jours de travail, ce qui est loin d'être négligeable. Petite réflexion d'un dauphinois, Barnave. Un intérêt assez pressant à la conservation de l'ordre social. Donc vous voyez ce que pouvait penser l'oligarchie de l'époque à l'égard du peuple. Au niveau de la Convention, on dégoûte les électeurs suspects. Sur 7 millions d'inscrits, il y a seulement 700 000 votants. Et les votes se déroulent à voix haute ou à main levée. Vous apprécierez la démocratie et vous voyez ainsi que la révolution est due qu'à une minorité agissante de personnes. Sur 749 élus de la Convention, il n'y a qu'un seul ouvrier. La constitution directoriale, 208 000 voix. Le gouvernement a fait invalider les élus qui gênent, mais on vote pour les clubs, les comités, les sections, les districts et les communes. Ça, c'est la nouvelle mise en place administrative. Tout l'appareil administratif de la monarchie est balayé par la constituante. Louis XIV, un petit rappel, Louis XIV et Louis XV avaient mis en place l'enregistrement, les domaines, la direction générale du XXe et des hypothèques, la caisse d'escompte, les postes, les eaux et forêts, l'agriculture avec les haras et les écoles vétérinaires, les archives, le service des cartes et la régie des poudres. Les fonctions publiques sont électives. Napoléon, face à cette cacophonie, restaure l'administration et fait appel au personnel d'Ancien Régime. Il met en œuvre les contributions directes, préfet, receveur, trésorier, Conseil d'État, Cour des comptes. Bon, il faut savoir que Napoléon n'a eu qu'à aller chercher dans les dossiers du roi Louis XV un certain nombre d'éléments pour pouvoir réformer le pays. Parce qu'en fait, tout avait été préparé bien antérieurement, mais n'a jamais pu voir le jour par l'opposition d'un certain nombre de personnes. Maintien des charges vénales pour les notaires, avoués, greffiers et huissiers. Avant la Révolution, les charges étaient vénales ou héréditaires. La justice était indépendante de l'État. Avec la Révolution, le pouvoir s'est attribué la nomination des juges et leur avancement. Donc subordination de la magistrature au gouvernement. Même si la monarchie était centralisatrice, la France était décentralisée par la force des choses. Il faut bien comprendre une chose, c'est que la France s'est formée au fil du temps par l'incorporation de différentes provinces et que chaque fois qu'une province était incorporée, elle conservait les règles qui étaient en usage et les rois n'ont jamais voulu trop unifier les règles pour ne pas poser de problème aux populations locales. L'héritage du passé diversifiait les coutumes et fragmentait les provinces. Réseau de franchises, de privilèges. Chaque métier avait son statut, chaque ville avait ses libertés. La culture du tabac, par exemple, était interdite en tout lieu, mais était libre en Flandre, en Franche-Comté et en Alsace. Le royaume était divisé en 6 zones pour la perception de la gabelle. La Bretagne, la Bourgogne, le Languedoc, la Provence, l'Artois, le Cambrésis, la Flandre, le Hainaut avaient leurs propres États qui consentaient les impôts, les répartissaient, les percevaient, décidaient les travaux et émettaient les emprunts. Les responsables locaux, donc on retrouve des échevins au nord, des consuls au sud, des jurats à Bordeaux et des capitouls à Toulouse.
Le régime des jurandes n'était applicable ni dans les nouveaux métiers, comme la fabrication des glaces et la dentelle, ni dans les villages, ni dans certaines villes, ni dans certains quartiers. D'une région à l'autre, il y avait des différences dans les façons de peser, de mesurer, de jauger. C'était un symbole d'une certaine liberté. Les liaisons restaient lentes et longues. À l'époque, il fallait 6 jours pour faire Paris-Lyon et 12 jours pour faire Paris-Toulouse. Les provinces étaient dirigées par des intendants qui avaient une autonomie de fait. Et certains intendants ont eu des actions louables dans un certain nombre de régions. Un petit mot sur les insurrections provinciales, notamment les insurrections à Caen, Rennes, en Vendée, à Lyon, à Toulon. Ces villes ont été mises au ban de la nation, au nom de République une et indivisible. Les comités de salut public et de sûreté générale disposent d'un pouvoir absolu, c'est la dictature du prolétariat. La France est divisée en départements, districts, arrondissements, cantons, communes. La centralisation atteint sa maturité sous le consulat et l'Empire. À Paris, le Conseil d'État, le Sénat, le tribunal et le corps législatif, ces 4 assemblées se neutralisent entre elles et laissent le pouvoir à l'exécutif. Rôle important à souligner des préfets. Les libertés conquises. 1793, on voit s'afficher sur les frontons des bâtiments publics « Liberté, égalité, fraternité ». 3 mots qui sont en fait une abstraction. Et là, vous pourrez reprendre la conférence que j'avais donnée sur l'histoire du jacobinisme et l'influence des sociétés de pensée à cette époque-là. Ça vous permettra de bien saisir les choses, car en fait, ces 3 mots n'ont pas la même signification en fonction des interlocuteurs. La liberté avec majuscule, déesse froide des principes abstraits qui n'a rien à voir avec les libertés de l'Ancien Régime. Ce n'est plus la liberté pour le pauvre de glaner dans les champs ou pour le contribuable de Montargis de refuser l'impôt. Selon les Jacobins, pas de liberté pour les aristocrates. La Révolution se flatte de libérer l'individu face à l'État et au corps intermédiaire. Le 4 août met fin aux privilèges et par là même met fin à des libertés séculaires et notamment les privilèges du tiers tels que nous les connaissions nous en Dauphiné avec la République des Escartons et comme nous les connaissions dans bien d'autres provinces où les gens bénéficiaient d'avantages non négligeables et étaient libres à l'égard d'un certain nombre de choses. Plutôt que de liberté conquise, il faut parler d'égalité conquise. Au départ, en 1789, on a le droit de chasse. Mais en 1791, apparaît le permis de chasse. 1790, abolition des titres de noblesse. Les titres de noblesse qui sont rétablis en 1808. L'égalité devant l'héritage induit apparemment une dénatalité. Alors je rappellerai quand même que l'égalité devant l'héritage, elle a déjà existé avant la Révolution et notamment au Moyen-Âge, et spécifiquement dans le Sud-Ouest, où les hommes et les femmes héritaient à part égale, et ce qui avait posé un certain nombre de problèmes, notamment au roi de France, puisqu'on se retrouvait à l'époque avec des châteaux où il y avait 50 propriétaires différents. Égalité devant le métier. Les corporations existent depuis les édits de 1581 et 1608. La coutume interdisait aux nobles toute activité commerciale. La loi Le Chapelier et le décret Allard mettent à bas les corporations. Et cette mise à bas des corporations a posé un très très gros problème, puisque au travers des corporations, vous aviez des règles qui étaient précises. J'ai notamment regardé de près ce qui s'est passé au XVIIe au travers des contrats d'apprentissage, et j'ai été très très surpris
Ces contrats d'apprentissage, nous les trouvons dans les archives notariales. Et lorsqu'on lit un contrat d'apprentissage au XVIIe, on se rend compte qu'il y a un équilibre entre les deux parties qui est assez extraordinaire. Et avec l'abolition des corporations, eh bien, il n'y a plus d'équilibre et les salariés sont rentrés dans un monde esclavagiste. Esclavagiste au profit de la liberté de commerce et de la liberté d'entreprendre et du libéralisme à tout crin qui a déjà vu le jour à cette période-là, libéralisme qui va à l'encontre des valeurs chrétiennes. La coutume, alors, la Convention a fermé les facultés de médecine et de pharmacie, et le directoire a fait machine arrière et les a réouvertes. Et vous allez voir au travers de ce que je vais vous exposer ensuite, à chaque fois, les révolutionnaires ont stoppé certaines choses, et puis après, derrière, ils ont été obligés de revenir sur leur première impression. Un petit mot sur les droits de l'homme et du citoyen. En 1789, alors, quelques mots maintenant sur la querelle des droits de l'homme et du citoyen. En 1789, Lafayette, qui avait participé donc aux guerres d'indépendance américaines, met cela au goût du jour en l'empruntant aux Américains. Et là, il ressort les textes on va ressortir des textes de 1789, 1793, 1795. Dans le texte de 1791, liberté, propriété, sûreté, résistance à l'oppression, égale admission à toute dignité, place et emploi public, liberté des opinions, même religieuses, libre communication des pensées. La Révolution n'a pas franchement respecté le texte des droits de l'homme, hein, et elle s'en est pris au clergé qui doit prêter serment à la Constitution. 46 000 prêtres sur 70 000 sont révoqués. Suppression de Noël, de Pâques, changement de calendrier, arrivée d'une nouvelle religion avec la déesse raison et le culte de l'être suprême. Si la presse est libre, la pensée ne l'est pas et mène à l'échafaud. C'est l'asservissement de la population. La censure sous l'Ancien Régime veillait mal. Et avec les révolutionnaires, on a assisté à une plus grande répression. En la période de Thermidor, il y avait 400 000 détenus dans les prisons. Quelques mots sur les libertés perdues. Dans l'ordre politique, les franchises locales. Dans l'ordre économique, les libertés paysannes et ouvrières. La Bretagne avait conservé ses propres États avec son Parlement, son Conseil souverain, la liberté fiscale suite à l'acte de 1532. La Franche-Comté bénéficiait également d'un certain nombre d'avantages et la Corse avait un régime fiscal et douanier particulier. Sur le plan économique, perte des libertés élémentaires. La révolution est faite pour les propriétaires individuels à l'encontre du droit collectif du monde rural. Plus de vaines pâtures, plus de biens communs. L'abolition du système corporatif et du compagnonnage, on refuse toute coalition aux salariés avec la loi Le Chapelier. C'est l'asservissement des salariés, contrôle de police avec les livrets ouvriers. Et il faut savoir que le droit de grève n'est revenu en vigueur que sous le Second Empire et la liberté syndicale sous la Troisième République. La Révolution a fait reculer la législation sociale de 3/4 de siècle. Quelques mots sur les droits de la femme. Si je ne vais pas remonter là jusqu'au dire quelques, je vais quand même dire quelques mots sur le Moyen Âge et le droit féodal. Dans le droit féodal, notamment, il y avait égalité entre les hommes et les femmes. Et après, il y a eu la prédominance du droit romain. Et sous l'Ancien Régime, et spécifiquement au XVIIIe, les femmes ont joué un rôle important, ne serait-ce qu'avec les maîtresses des rois. Madame de Maintenon, Madame de Pompadour,
Et toutes les femmes qui tenaient salon à Paris, Madame du Deffand, Madame Geoffrin, Madame Lespinasse, Mademoiselle de Scudéry, Mademoiselle d'Épinay, Madame du Châtelet. La Révolution est foncièrement antiféministe et a engendré l'introduction de ce qu'on a appelé l'incapacité des femmes, comme si elles n'étaient pas capables de gérer. Regardez ce qui s'est passé dans le cadre de la République des Escartons, où les femmes bénéficiaient des mêmes droits que les hommes, sauf celui de voter dans les assemblées communales. Et donc il y a eu une égérie à cette époque-là, dont vous avez dû entendre parler, la fameuse Olympe de Gouges, et qui, compte tenu de ce qu'elle défendait, a fini sur l'échafaud. L'esprit du système. La Révolution est le fait d'intellectuels formés dans les sociétés de pensée et qui se croient prédestinés à bâtir un monde nouveau en partant de zéro et en faisant abstraction du passé. Pour eux, rien ne doit être conçu en dehors de l'intérêt particulier de chaque individu et de l'intérêt général. L'intérêt général, laissez-moi rire, c'est la somme arithmétique des intérêts particuliers. La Révolution doit être l'œuvre parfaite de la loi, système métrique, code civil, code de procédure civile, code de commerce, code pénal, instruction criminelle. Alors il est vrai que sur les codes, bon, la Révolution et l'Empire ont apporté un certain nombre de choses et une certaine unicité qui était nécessaire. Il faut savoir qu'auparavant, donc, les rois de France avaient demandé, dès je crois le XVIe siècle, au Parlement de transcrire toutes les coutumes locales et de les mettre par écrit. En 1789, ce travail n'était toujours pas terminé. Cherchez l'erreur. Bilan culturel maintenant. Des écoles relevées de l'Église avant la Révolution. C'est les religieux qui s'occupaient de l'instruction au travers des petites écoles, des collèges et universités. En 1789, plus d'un Français sur 3 savait écrire. Lorsque l'on regarde les actes de mariage signés entre 1786 et 1790, ils sont signés par 47% des époux et 27% des épouses. L'instruction populaire progressait à Paris, en Franche-Comté, en Lorraine, en Alsace, suivant une ligne qui va du Mont-Saint-Michel au lac de Genève. En 1762, l'expulsion des jésuites qui ont fait place aux oratoriens a posé problème sur le plan éducatif, parce qu'ils avaient l'éducation entre les mains. Il y avait à cette époque-là 70 collèges, 25 universités, l'enseignement d'État dans les écoles militaires qui étaient au nombre de 12. En 1793, obligation d'instruction de premier degré pour les enfants de plus de 6 ans. En supprimant l'existant, la République a été incapable de créer des établissements de remplacement, suppression des écoles militaires, et on a laissé grandir l'analphabétisme. Défaut d'enseignants, défaut de locaux, et la Révolution n'a pas eu les moyens de sa politique. L'école normale supérieure a été ouverte en janvier 1795 et disparaît au bout de 4 mois. Napoléon, en 1804, se rend compte que 96% des Français ne savaient pas lire. Et c'est lui qui a commencé à redresser la barre au sujet de la politique scolaire. Parce qu'au travers de ça, il comptait diriger les opinions politiques et morales. Sous l'Empire, donc, il a été mis en place une école primaire de garçons et une de filles par arrondissement, alors qu'il existait 30 écoles privées sur un même périmètre. On en compte 45 en France, dont 4 à Paris. L'enseignement de l'histoire, au niveau des écoles centrales lycées, on en compte 45 en France, dont 4 à Paris. L'enseignement de l'histoire a été abandonné faute de professeurs. Vous apprécierez, on n'enseigne pas l'histoire, ce qui empêche, je dirais, les gens d'acquérir un esprit critique. Et ça, c'est dommageable. À Paris, il y a 40 collèges privés. L'Empire a engendré une réorganisation des facultés de droit, de lettres, de sciences, de théologie et de médecine. L'instruction des Français a reculé durant un quart de siècle.
de 37% de personnes qui savaient signer, on est passé à 33% en 1830. La fréquentation des écoles élémentaires, 1,1 million d'élèves, 3 millions d'élèves à la fin de l'Empire. On constate une certaine stagnation. Il y a plus de garçons que de filles. Les armées et l'administration recrutent parmi les hommes formés par l'Ancien Régime, comme De Sexte, Serrurier, Cambacérès, Caulaincourt. L'Académie française fondée par Richelieu, l'Académie des sciences fondée par Colbert, l'Académie des belles-lettres, l'Académie d'architecture, de peinture, de sculpture sont supprimées en 1793 et ressuscitent sous la Convention. Le Jardin du Roi, fondé sous Louis XIV avec la botanique et la chimie, échappe au massacre général. La Canale le transforme en muséum d'histoire naturelle. Les bibliothèques ont été sauvées, comme la bibliothèque de l'Arsenal, la bibliothèque Mazarine, suite aux confiscations des ouvrages auprès des émigrés. La bibliothèque royale de la rue Vivienne devient bibliothèque nationale avec 300 000 volumes provenant des confiscations. Les archives ont énormément souffert de la destruction des chartriers, et ce qui pose actuellement des problèmes lorsque l'on fait des recherches sur ces périodes. Malgré tout, il y a eu des côtés positifs avec la création d'institutions nouvelles comme l'école polytechnique, le conservatoire des arts et métiers, les mines, les ponts et chaussées. Et en fait, ces institutions ne sont pas sorties complètement du néant parce que sous l'Ancien Régime, on avait aussi des écoles techniques. Apparition aussi, eh bien, création du musée du Louvre, du musée des monuments français et des musées en province, comme on connaît à Grenoble, puisque on a 2 musées qui ont été créés à la fin du XVIIIe siècle. Au niveau de la langue française est stable depuis la fin du règne de Louis XIV. La Révolution a ses mots-clés et les mots anciens à qui on donne un sens nouveau. Mais il y a toujours la guerre aux langues vis-à-vis des langues locales, et notamment en ce qui concerne la Bretagne, la Lorraine, l'Alsace, la Corse, le Pays basque et la Catalogne, le pays catalan, enfin le Roussillon. Au niveau international, il faut noter que de toute manière, le français, c'est la langue diplomatique, donc c'est la langue internationale, et tous les souverains d'Europe se parlaient en français. Au niveau des sciences, les révolutionnaires ont été complètement à côté de la plaque. La République n'a pas besoin de savants, ont dit certains. Napoléon a un autre regard suite à son expédition en Égypte avec Monge, Berthollet, Arago, Gay-Lussac et Vivant Denon. La Révolution a fait appel à tous les spécialistes. La France devait à cette époque-là renouveler ses techniques en fonction des exigences des conflits auxquels on était mêlé et qui n'en finissaient pas. C'est ainsi qu'on a vu surgir le télégraphe, la conservation des aliments et les cartes de Cassini. La terreur a compromis gravement les travaux scientifiques. Et pendant ce temps-là, l'Angleterre a avancé dans ce domaine alors que nous avons piétiné. Et piétiné d'autant plus avec la détérioration de notre réseau routier qui n'a pas été entretenu, alors qu'en Angleterre on avait déjà des ponts en fonte et l'éclairage au gaz. Quelques mots sur le bilan artistique. La France, à la fin du XVIIIe, a vécu à l'heure de Rome. L'âge classique ressuscite les colonnades et les dômes. En 1750, la mode est gréco-latine suite aux fouilles d'Herculanum et de Pompéi. Et on peut dire que la Révolution a manqué d'audace. C'est le style empire qui est quand même a été marquant avec la campagne d'Égypte. Durant cette période de guerre révolutionnaire et de l'Empire, les rafles de chefs-d'œuvre en pays conquis ont été énormes. On a pillé à Anvers, à Gand, à Bruxelles, en Italie. En termes de grands travaux, les grands travaux se sont déroulés essentiellement à Paris, quasiment rien du tout en province. À la chute de l'Empire, on a été amené à rendre les œuvres d'art raflées.
Et on n'a pas raflé que les œuvres d'art, puisque sous le directoire, on a raflé aussi tout ce qui était cabinet de curiosité, notamment auprès de la noblesse italienne. Blücher a pillé Saint-Cloud. Le passif est lourd, globalement, notamment suite aux guerres de Vendée. Les villages à moitié démolis, les châteaux abattus, les futaies rasées, les églises abandonnées, les clochers sans cloche, les cimetières sans croix et les saints sans tête. Les étrangers s'affligent d'une France meurtrie et empreinte de pauvreté. C'est la désolation, avec un nombre de mendiants en grand nombre. Les palais de Versailles et du Grand Trianon sont en triste état. Le château de Chantilly a été ravagé. La France est en état de décrépitude 10 ans après la Terreur. Pourquoi ce vandalisme? Là, on en revient encore à l'idéologie des révolutionnaires. Effacer le témoignage de ce qui pouvait avoir engendré du talent, la fureur du nivellement, la flèche de Notre-Dame, à Toulouse le clocher des Jacobins et la flèche de l'église de la Dalbade. Conduit par la haine de toute supériorité ou de toute différence, passion anti-royale, anti-féodale et anti-cléricale. Les destructions ont commencé dès 1789 et se sont poursuivies sous l'Empire. On brûle les parchemins et du coup les châteaux. En Dauphiné, on a incendié 9 châteaux et pillé 80 châteaux. Dans le Mâconnais et le Beaujolais, 70 châteaux détruits. Par contre, on notera rien en Bretagne et en Bas-Languedoc. En 1789, la forteresse de la Bastille à Paris a servi de carrière de pierre au profit d'une seule personne. Les violences iconoclastes sont à leur paroxysme sous la Convention entre 1792 et 1794 avec un record en 1793. On rase des villages entiers, des fermes, des églises, des châteaux en Vendée. Dans le Vaucluse, un arbre de la liberté coupé, c'est 500 maisons brûlées, 55 hommes et 8 femmes exécutés. Bédouin. Oui. Les villages brûlent dans le Cap Corse. Sous le Consulat et l'Empire, on démolit l'art ogival au nom de la pureté de l'antique. À Paris, destruction du Temple, de l'église Saint-Jacques-la-Boucherie, de l'église Saint-André-des-Arts, de l'église Saint-Jean-en-Grève, de Saint-Thomas du Louvre, le Grand Châtelet, le séminaire Saint-Sulpice, les tours des murailles de Vincennes, l'abbaye des Feuillants, l'abbaye des Célestins, l'abbaye des Cordeliers, l'abbaye des Capucins, des Carmes et Saint-Victor. En province, c'est le donjon de Montereau qui y passe, le cloître de la cathédrale Saint-Pierre d'Angoulême, le château des comtes de Champagne à Troyes, les cathédrales de Cambrai et d'Arras, l'abbaye de Jumièges et l'abbaye de Cluny, qui était la plus grande abbaye au monde à cette époque-là, avec 180 mètres de long et 30 mètres de haut. C'était l'un des berceaux de la chrétienté. En 1814-1815, la France est occupée par 1 200 000 étrangers. Les Prussiens pillent Louveciennes, Meudon, Rueil, Clichy, Saint-Ouen. Les Autrichiens, Arcueil, et les Anglais casernent à Saint-Germain. Saint-Just a dit ceci: ce qui constitue une république, c'est la destruction totale de tout ce qui lui est opposé. En finir avec l'héritage d'un passé haïssable. On nationalise les domaines de la couronne, des immigrés, de l'Église, qui sont devenus bien nationaux par la volonté de l'Église, qui ont été payés en assignats par des gens qui ont acheté ça, mais qui n'avaient pas les moyens de les entretenir, et c'est ainsi que certains biens ont été transformés en carrières de pierre. La République a organisé la collecte de l'or et de l'argent. Les prises ont un maigre rendement. On avait espéré 2 à 3 milliards de l'argent des églises. Dans les 50 000 paroisses de France, on en retire 25 à 30 millions. En Dauphiné, les fonds révolutionnaires débutent dès le décret du 6 octobre 1789. Dépôt à l'hôtel de ville de Grenoble, puis départ pour la monnaie de Lyon. Au départ, les dépôts sont volontaires. La cathédrale de Die a donné 20 marcs d'argent. Monsieur de Bressieux, trésorier général, a donné 27 marcs d'argent. Les Chartreux, 108 et 23 marcs. Le 8 juin 1792, à la monnaie de Lyon.
sont expédiés 365 marcs venant des églises du district de Vienne, dont le buste reliquaire de Saint-Maurice offert à la cathédrale de Vienne en 1636 par Monseigneur de Villars. Le 15 février 1793 à Lyon, 13e fonte d'orfèvrerie d'église. Saint-Marcellin et Saint-Antoine donnent 410 marcs, Valence 406. L'or et le vermeil sont expédiés directement à Paris et provenant de Saint-Marcellin et de Saint-Antoine représentent 101 marcs. Un marc pèse en gros à peu près un peu moins de 250 grammes. Il y a eu au tout début des dons patriotiques. En an 2, M. de Marcieux a donné 267 marcs d'argent. Les églises de Grenoble, Saint-Joseph, Saint-Louis, les pénitents de la Miséricorde, le séminaire, Saint-Hugues, la cathédrale, la collégiale Saint-André, les pénitents du Confalon, les hôpitaux ont donné 604 marcs d'argent. Pour vous donner un exemple à l'époque de ce que pouvait posséder un noble, je vais citer ce que possédait le marquis de Lens-Lestang. 234 pièces, donc 25 plats, 5 douzaines d'assiettes, 19 chandeliers, 15 cuillères à ragoût, 66 couverts et une terrine couverte, soit 471 marcs d'argent. Les fontes du département de l'Isère entre mars 1792 et novembre 1795 ont représenté, en ce qui concerne l'or et l'argent, 248 marcs qui sont partis directement à Paris, et à Lyon, 6300 marcs d'argent, soit 1,5 tonne. Le plomb de toiture, le bronze des grilles et des cloches, ils sont passés. Un château qui avait été payé 67 000 livres a été en fait payé uniquement le prix du plomb qu'on pouvait en retirer. De nombreuses boiseries finissent dans les flammes, le nettoyage est méthodique et rémunéré. On démolit et on paye les démolisseurs. Les démolitions de Saint-Eustache coûtent 31 745 livres. Le changement de destination des bâtiments permet d'en sauver, comme Notre-Dame de Paris qui est devenue entrepôt de vivres, la Sainte-Chapelle entrepôt de farine, la cathédrale de Reims salle de club puis grange, l'hôtel Élysée-Bourbon café, l'hôtel Lambert corderie, l'hôtel de Biron un bal et l'hôtel de Cluny une corderie. Les Américains achètent des monuments démontés comme le cloître de Saint-Guilhem-le-Désert et de Saint-Michel-de-Cuxat. Les démolisseurs reculent face au coût des démolitions. Inventaire du vandalisme révolutionnaire. Du 6 août au 8 août 1793, profanation de 51 sépultures à Saint-Denis. Le parement en or de Charles de Chauve disparaît. Le calice de Sugère part à Washington. À Notre-Dame, 28 statues du XIIIe sont décapitées. Heureusement, Lacanal les sauve en les enterrant dans sa cour. Les statues et portraits des rois de France sont détruits. Les tapisseries du garde-meuble sont brûlées lorsqu'elles représentent les images des souverains. Il était question de détruire tous les châteaux royaux. Les révolutionnaires n'en ont eu pas le temps, ni le courage, ni l'argent. Mise à bas du château de Madrid à Neuilly, de Marly, de Sceaux, de Meudon, de Rambouillet. Compiègne et Fontainebleau sont sauvés parce qu'ils deviennent Prytanée, école militaire. Amboise perd une partie de ses bâtiments. Chantilly, il ne reste que le petit château et les écuries. Saint-Maur, Annette, l'Isle-Adam, en province c'est identique. Saccage des tombes des familles de Condé et de Montmorency. Pas de pitié pour les bâtiments religieux. Saint-Germain-des-Prés, l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Dans Paris, on détruit 18 églises. En province, Beauvais perd 12 églises. Arras, 7. Châlons, 7. Amiens, 2. 3. 15. Vézelay perd son jubé et Conques son cloître. Sarlat, l'église Sainte-Marie, les boiseries sont brûlées, les sculptures mutilées, les vitraux brisés, les chapelles abattues et les tombeaux profanés. C'est pas mal dans le genre. 1794, l'abbé Grégoire, qui a été président de la Convention, invente le mot vandalisme et dit il y a de quoi verser des larmes de sang sur la perte de tant de chefs-d'œuvre. Mais en disant cela, il a malgré tout sa part de responsabilité dans les exactions. Quelques mots sur les joyaux de la couronne et les meubles. Le roi et les princes ont envoyé à la fonte leur vaisselle dès 1789. Ça, c'est à noter, puisque ça a permis de renflouer les caisses royales. La vaisselle du roi,
68 kg d'or, 2313 kg d'argent. Celle de la reine, 1238 kg d'argent. De monsieur, 588 kg d'argent. De madame, 322 kg d'argent. Du duc d'Orléans, 632 kg d'argent. Où est passé cet argent? Les citoyens ne sont pas en reste et il y a l'abandon total de 187 kg d'or et de 55 tonnes d'argent. Donc c'est loin d'être neutre et vous constaterez qu'au début de la Révolution, donc, les citoyens ont démontré leur bonne volonté à l'égard de l'État. Le garde-meuble se dépouille des trésors de Saint-Denis de la Sainte-Chapelle, soit 17 voitures. La croix de Saint-Éloi, la chasse de Saint-Louis disparaissent. La valeur artistique est très supérieure à celle de la matière et on n'a pas su se rappeler la problématique des fontes des édits somptuaires de Louis XIV, de 1689, 1690 et 1709, où il a fait fondre le mobilier d'argent et ordonné une fonte générale des pièces d'argent pour enflouer le trésor. Et en fait, par rapport à ce que ça avait coûté en termes de fabrication, il n'en a retiré que le poids du métal. Et ça n'a pas servi de leçon par la suite. Globalement, on a toujours la mémoire courte. Le 11 septembre 1792, le garde-meuble est forcé et pillé. 30 millions d'objets précieux disparaissent, dont le diamant le 106 53 carats, le régent 137 carats qui sera retrouvé en Espagne, le diamant bleu, dit le diamant tavernier qui porte actuellement le diamant du Hope et qui est à la Smithsonian Institution de Washington. La Convention vend. Les agents de Christie's sont à Paris. Le duc d'Orléans vend ses collections à Bruxelles et aux Anglais et finance des agitateurs. Du 25 août 1793 au 11 août 1794 à Versailles, vente de 17 082 lots dont le fameux bureau du roi de Riesner. Le directoire fait brûler en 1797 les tapisseries des Flandres et des Gobelins sur les dessins de Raphaël, Dürer, Lebrun pour récupérer les fils d'or et d'argent. Une profonde hérésie. Les tapisseries valaient beaucoup plus cher, ils auraient mieux fait de les vendre. D'une première brûlée de 69 tapisseries, on obtient 23 198 livres. D'une seconde brûlée, 110 tapisseries, on obtient 43 835 livres. En 1802, 55 paquebots débarquent à Calais venant d'Angleterre. À leur bord, 1600 voyageurs viennent acheter les biens qui sont mis en vente, dont la collection, et ainsi la collection de la reine passe la Manche. La France ressort plus pauvre. La reine avait fait passer à Bruxelles son nécessaire de voyage. C'est une des rares pièces qui a échappé. Le défenseur des monuments français, Lenoir, peint durant cette période les bronzes en blanc de manière à ce qu'ils ne soient pas fondus. C'est la fuite des cerveaux et des talents. Chateaubriand, Fragonard, Riesner, Vigée-Lebrun, tous ceux qui ont servi les rois de France au niveau artistique ont quitté la France pour aller dans les cours étrangères. La facture économique, le bilan agricole. Problème, face à une population nombreuse, les rendements sont médiocres. C'est lié à la problématique des droits féodaux, de ce qui subsistait des droits féodaux, des corvées, de la dîme, d'un travail malgré tout ingrat avec des techniques arriérées et un matériel qui n'était plus à la hauteur. En 1789, la France compte 27 millions d'habitants, dont 20 à 22 millions vivent à la campagne. Il y a 5 à 6 millions d'artisans. Les nobles ne sont propriétaires que de 1/5 des terres avec de fortes variantes régionales. 44% dans le district de Toulouse, 33% en Picardie, 15% en Limousin, 12% en Dauphiné. En moyenne, un domaine noble fait à peu près 150 hectares, ce qui n'est pas, ça fait paraît gros, mais ce n'est pas d'énormes propriétés. Le clergé possède 40% en Cambrésis, 22% en Artois, 2% en montagne. Le reste est propriété de la bourgeoisie et des paysans. Les bourgeois détenaient 12 à 45% du sol. Les propriétés paysannes sont de surface modeste, souvent inférieure à 2 hectares, ce qui permet que de vivre chichement. Les exploitants sans être propriétaires fonctionnent avec un bail de 9 ans.
métayer en Bretagne et au sud de la Loire. Globalement, seuls les vignerons s'enrichissent, ce qui est toujours le cas à l'heure d'aujourd'hui. Le salaire journalier est de 15 à 20 sous. Les techniques. Le matériel n'est pas performant, malgré la présence de sociétés d'agriculture et d'écoles vétérinaires. Il est difficile de faire de la sélection en termes d'élevage. Problèmes liés au type de charrue et problèmes liés aux engrais. Il aurait fallu abandonner la jachère pour augmenter le rendement. Problème également de la variété des climats en fonction des régions et des productions. La vigne et la pomme de terre ne sont pas cultivées de partout. Les actions menées sous Louis XV avaient quand même porté leurs fruits, mais ces actions ont été moins suivies sous Louis XVI. Les prix agricoles ont monté de 70% entre 1730 et 1775. La détérioration des prix à partir de 1775 suite à des mesures relatives à la circulation des grains. Toute la problématique de la guerre des farines, c'est un aspect qui a été pas mal soulevé par une historienne, la Madame Marion Sigaud, et je vous invite à suivre ces conférences qui sont très intéressantes et qui permettent de comprendre pas mal de choses. Turgot, en 1774, prône la solution libérale contre la taxation. La libre circulation est rétablie en 1787 à la satisfaction des négociants, mais pas à la satisfaction du consommateur. En fait, c'est le roi qui maintenait le prix du grain, et les marchands ne pouvaient pas faire n'importe quoi. Les marchands ne pouvaient intervenir qu'une fois que le peuple s'était servi et avait acheté ce qui lui était nécessaire. Et là, le roi Louis XVI a commis une erreur importante en permettant ce libéralisme et qui a engendré ensuite, après, les révoltes que l'on connaît. Ensuite, en plus de ce mécontentement des consommateurs, on a eu la mauvaise idée de signer un traité commercial avec l'Angleterre en 1786. Et ce traité, finalement, comme on en connaît d'autres à l'heure d'aujourd'hui, il ne nous a pas été très favorable. Les campagnes ainsi bougent dès le printemps 1789 et notamment en Dauphiné. Le 2 novembre 1789, les biens ecclésiastiques sont à la disposition de la nation, charge à l'État de pouvoir aux frais de culte, entretien des prêtres et soulagement des pauvres. Il ne faut pas oublier que les religieux s'occupaient de l'éducation, mais s'occupaient également des hôpitaux et des pauvres. Cambon, en 1791, assure que les domaines nationaux représentent 2600 millions de livres. En 1792, le chiffre est porté à 3400 millions. 70 000 émigrés, dont 30 000 laissent des biens en France, sont confisqués en 1792. Ces biens représentent 4 800 millions, mais il faut retrancher les dettes. On dépossède les condamnés. La Révolution a dû mettre en vente. Alors, les acquéreurs versent 12% et règlent le solde en 12 annuités. Vous apprécierez. Beaucoup de prêtent non et on paye en papier déprécié. Les achats se font à des prix dérisoires. Relisez Eugénie Grandet de Balzac. La fortune du père Grandet. Les classes privilégiées sont les grands bénéficiaires du transfert de propriété. Dans le département du Nord, entre 1789 et 1802, le clergé passe de 20% à 0, la noblesse de 22% à 12% au niveau des propriétés, et les paysans de 30 à 42% et les bourgeois de 16 à 28%. Les lots peuvent être divisés. Forte augmentation des propriétaires fonciers, mais ils n'ont pas les moyens financiers d'entretenir, ni les connaissances techniques nécessaires à une culture efficace. C'est ainsi qu'on assiste à une chute des rendements. En 1840, la récolte de blé ne représente que 6 fois la semence.
À noter l'incidence de la situation politique liée aux suspects et à la conscription, à la réquisition des animaux, des chevaux, les bœufs et les ânes. Dès 1792, des troubles éclatent à Toulouse, en Artois, en Flandre, à Orléans. La Convention en 1796 recense recensement et taxation des grains. Les paysans arrêtent de cultiver, les marchés sont vides, les temps troublés. La surface consacrée à la pomme de terre passe de 20 000 hectares en 1790 à 300 000 sous l'Empire. Et c'est le développement de la betterave sucrière et du pastel. La vigne a gagné du terrain, elle passe de 1,5 million à 2 millions, un peu plus de 2 millions d'hectares. Les bois et les forêts passent de 15,3 millions d'hectares en 1761 à 9,6 millions d'hectares en 1830. La production agricole entre 1789 et 1815 varie peu, le produit final net est en progrès du fait de la hausse des prix, des apports de la Révolution et de l'Empire, la suppression des droits féodaux, des droits de vaine pâture, l'obligation de se conformer à certains types d'assolements, une répartition plus juste des impôts et le partage des communaux. Mais le partage des communaux, ce qui deviennent propriété privée, ça va à l'encontre du bien commun. Les petits paysans sont ruinés, problème des outils, des engrais, on passe de la culture extensive à la culture intensive. Quelques mots sur l'industrie. L'Angleterre a de la main-d'œuvre, des capitaux, des techniques rénovées. Et durant cette période, elle a pris une avance incroyable par rapport à la France. La France est démunie de combustibles de base et de matériaux utiles. Les ingénieurs français sont moins portés aux réalisations pratiques. Chez les Anglais, c'est le développement de la machine à vapeur, de la fonte aux coques, de la navette volante et de la machine à tisser. En France, on découvre le charbon en zinc, produits chimiques avec Javel, Vaucanson, Japy, Wendel en Lorraine, Le Creusot avec ses fonderies. La production industrielle augmente de 1,17% en Angleterre par an contre 1% en France. Et parallèlement à ça, le système bancaire a beaucoup plus évolué en Angleterre que non pas en France. La France était trop peuplée avec une main-d'œuvre abondante, notamment pour le textile, c'était très bien développé. Les Indiennes à Mulhouse et la toile de Juillet avec Oberkampf. On retrouve malgré tout certains aristocrates qui ont pas mal tiré leur épingle du jeu avec l'industrie, dont le marquis de Cuny, le duc de Croix, le duc de Charost, le duc de Chaulnes, le duc de Castries. C'est l'époque où émerge la manufacture de glace et miroirs de Saint-Gobain, où le travail est étalé de 5 h du matin à 7 h du soir avec 3 pauses repas. Mais on peut être congédié sans préavis ni indemnité. Le salaire est majoré de primes de rendement, le logement gratuit, allocation maladie, pension d'invalidité. Le président, en 1778, on retrouve les eaux Perrier. Les problèmes en fait financiers nous viennent de la guerre d'Amérique et du traité de commerce franco-anglais et de la détérioration du marché agricole. 1788, le chômage à Paris, 20 000 personnes. Faillite dans les productions textiles, moins 50%, baisse des salaires et du pouvoir d'achat. Le problème, c'est que les capitaux s'investissent essentiellement dans l'immobilier et le foncier, avec la vente des biens nationaux, au détriment de l'industrie. Et ça, c'est pas nouveau, puisque ça s'est passé déjà avant la Révolution. Sous Louis XVI, déjà, c'était comme ça. On le voit bien ici, nous, en Dauphiné, avec par exemple la famille de Barral, qui était très gros propriétaire terrien, et qui n'arrêtait pas d'acheter des terres alors qu'elle aurait mieux fait d'investir dans les mines. Les Peugeot ont investi dans la métallurgie et le textile avec des succès fragiles. En 1811, il y a 92 000 ouvriers à Paris. Bon, de nombreuses crises sont liées à la spéculation. C'est à cette période-là, beaucoup de spéculateurs.
L'évolution politique interne et externe joue de manière importante sur la pérennité des entreprises. L'industrie souffre d'un prix de revient trop élevé, hausse des matières premières et des salaires, manque de main-d'œuvre. La production industrielle en 1800 représente 60% de son niveau d'avant 1789. En 1809, la production retrouve son niveau de 1789. La France est perdante sur le terrain de la compétition internationale. Sur le bilan, maintenant, 2 mots sur le bilan commercial. Le problème de la France rurale qui pallie malgré tout à l'autarcie et la rareté des moyens de paiement qui sont des obstacles. Obstacles juridiques également liés aux contraintes des corporations qui ont un peu freiné les initiatives, mais dans ce cadre-là, il aurait été bon de remettre certaines choses sur la table et de discuter avec les dirigeants des corporations. Il faut noter également les particularismes provinciaux et la problématique des douanes internes. On a malgré tout connu une explosion des échanges extérieurs. Les exportations sont passées de 50 millions à l'avènement du roi Louis XV à 450 millions en 1788. Les importations sont passées de 40 millions à 240 millions sur la même période. Les échanges avec les Antilles ont été multipliés par 5 entre 1715 et 1780. Les bateaux de 100 tonneaux parcourent 20 lieues par jour. À Nantes, 1330 navires de haute mer. À la veille de 1789, tous les ports de France battent des records de trafic. Avec la Révolution, c'est l'écroulement du marché du commerce intérieur et extérieur. Problème lié à la grande peur. Vous voyez déjà la problématique de la manipulation de l'esprit qu'ont vécu nos ancêtres, manipulation de l'esprit auquel nous devons toujours faire face à l'heure d'aujourd'hui, et à l'émigration, abolition des douanes internes, suppression des corporations, ouverture du champ à la libre concurrence, le réseau routier abandonné. Pour vous donner une idée au niveau des commerçants, la constituante était constituée de 600 députés, avait 60 marchands. La législative, sur 600 députés, 40 marchands, et la convention, encore moins. La France s'emprisonne en 1793 dans le cadre de la bataille économique avec les Anglais et le blocus des ports français. Les produits anglais n'ont pas accès au continent. L'Angleterre a été prête de craquer avant 1801, les exportations se sont effondrées, la livre a perdu 20% sur le métal, le système n'est pas efficace, la contrebande a triomphé, mais malgré tout, avec la complicité et la corruption, les choses ont continué à vivre. Les ports français sont condamnés. Bordeaux, qui était une ville qui est passée de 110 000 habitants en 1789 à 60 000. L'Angleterre a la maîtrise des échanges avec l'Orient. À Marseille, en 4 ans, les longs courriers passent de 330 à 9. 300 navires restent amarrés durant 25 ans. Vous imaginez la problématique liée à l'entretien, au coût de cet entretien durant 25 ans. Les armateurs ont déposé le bilan dans des conditions comme ça. L'effectif des longs courriers passe de 2000 en 1789 à 1500 sous le consulat, puis à 179 en 1812. Le commerce par mer tend vers zéro, alors que l'Angleterre a 22 000 navires en 1805 et 24 000 navires en 1810. Sur les pays méditerranéens, les ventes anglaises passent de 4 millions de livres en 1805 à 16 millions en 1811. Les ports d'Amsterdam et de Barcelone ne retrouveront jamais non plus leur opulence perdue. L'Angleterre a développé son réseau routier intérieur, chemin de fer, elle a une avance d'1 siècle par rapport à nous. Les commerces français retrouvent son niveau de 1789 seulement en 1825, soit 35 ans de perdu.
Bilan financier. De 1786 à 1789, stabilité monétaire avec la livre tournois. Les banques étrangères ont expatrié leurs fonds à Londres, à Gênes et à Amsterdam. La masse monétaire en 1789 était de 2280 millions de livres, 2200 en pièces et 80 en papier. C'est l'époque où on a commencé avec la vente des biens ecclésiastiques à introduire les assignats, la monnaie papier. Et puis la monnaie papier, eh bien, ça a été l'inflation de la monnaie papier. Les émissions, 1200 millions en septembre 1790, 2 milliards en juillet 1792, 3100 millions en fin 1793. En 1795, on passe de 700 millions par mois à 3 milliards, puis sous le directoire à 5 milliards. Fin 1796, en circulation, il y a 39 milliards d'assignats qui sont en circulation. La Révolution a multiplié par 20 en 7 ans le volume de la masse monétaire et ça repose sur pas grand-chose. À cela, il faut rajouter le papier d'origine privée. L'assignat perd 15% sur le métal en 1791, puis 40% en juillet 1792, puis 64% en juillet 1793. Le change français dégringole. Alors, citation de l'époque, les écus sont des écus, les assignats des torches-culs. Le pain, le sucre, le café, la chandelle, le savon, les prix sont multipliés par 2. Terreur monétaire, la bourse est fermée, plus de cours de change, saisie de l'or et de l'argent. Après Thermidor, la Convention revient sur ces mesures. 1000 livres d'assignats valent 340 livres de métal en 1794. Plus que 210 livres de métal en 1795, plus que 40 livres de métal en juillet 1795, puis 5 livres de métal en janvier 1793, et 2 livres de métal en juillet 1796. Donc vous voyez la grosse problématique du papier-monnaie qui repose sur pas grand-chose. Citation de l'époque, on vivait sous les rois, on meurt sous le gouvernement actuel. C'est la faillite. Le 19 février 1796, on brûle 890 millions d'assignats, et on les remplace par des mandats spéculatifs à tout va. Donc c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Le directoire capitule et restaure la liberté de payer en espèces ou en papier le 23 juillet 1796. Les mandats sont repris au centième de leur valeur, d'évaluation de 99%. Substitution du mandat à l'assignat, 1 pour 30. Le citoyen qui a fait confiance a perdu dans la proportion de 3000 à 1. C'est énorme. Et c'est à ce moment-là que va surgir le nouveau système monétaire qui est le système du franc germinal que l'on connaîtra jusqu'à la guerre de 14. Bon, là je vous passe les détails de ce franc germinal. Les dépenses publiques durant cette période. En 1789, recettes budgétaires 475 millions, on dépense 600 millions. Coût de la guerre d'Amérique, 2 milliards. Ça, c'est ce qui nous a mis dans le trou, la guerre d'Amérique. Les dépenses militaires, 27%. Les dépenses civiles, 23%, dont 16 sous forme de pension. L'État centralisateur doit couvrir les dépenses qui ne sont plus assumées par les provinces et l'Église, hôpitaux, chômeurs, éducation. Le gouffre du déficit, les consuls chassent les directeurs. Au moment où les consuls arrivent au pouvoir, il y a en caisse 167 000 francs. Où est passé l'argent? Les rentiers et pensionnés n'ont rien reçu depuis 2 ans. Le taux de l'argent atteint 42%. Le sacre de Napoléon a coûté 5 151 574 francs, soit 6 fois le coût du sac du roi Louis XVI.
du sacre du roi Louis XVI. Les dépenses en 1807, 778 millions. En 1808, 800 millions. En 1809, 890 millions. Le budget de 1812, 1150 millions. Accroît le déficit de 37 millions. Les pays annexés rapportent plus qu'ils ne coûtent. En 1814, l'arriéré est évalué à 1300 millions, dont 76 sont immédiatement exigibles. Au niveau des impôts, face à la volonté réformatrice des rois, il y a eu blocage des réformes par les cours de justice, les parlements de Paris et par le clergé. Donc il était nécessaire de faire une grande réforme de l'imposition. La dette maintenant. En 1784, la charge des intérêts de la dette de la guerre d'Amérique est de 207 millions. 126 sous forme de dette perpétuelle et 81 en rente viagère. Les porteurs d'assignats sont ruinés, les porteurs de rente sont lésés. Sous le directoire, la charge annuelle de la dette représente 258 millions, soit la moitié du budget. Vous pouvez faire un parallèle avec ce que nous vivons. On décide de n'en plus payer que le tiers, soit 86 millions. C'est la fameuse banqueroute des 2 tiers. Et on peut penser qu'on sera peut-être conduit à envisager la même chose. Après annulation reçue en paiement de biens domaniaux confisqués sur les immigrés, les arrérages de la dette sont ramenés à 40 millions, c'est le tiers consolidé. On feint de rassurer l'épargnant en permettant de rembourser le reste en capital dû 20 fois la rente en bons recevables en paiement de biens nationaux. Mais ces bons tombent dans le commerce au 6e de leur valeur nominale. En an 10, le premier consul propose que la dette publique ne dépasse jamais 50 millions de rentes. Entre 1800 et 1814, la charge de la dette passe de 40 à 63 millions et ne sont pas compris dans les 63 millions les rentes viagères. Le montant de la dette perpétuelle s'élève en 1815 à 1272 millions, à confronter avec les 3,4 milliards de la dette avant 1789. On fait vivre les armées sur les pays occupés, les communes sont obligées de vendre les biens au profit de l'État. À la primauté du sang de l'Ancien Régime succède la primauté de l'argent. Et c'est à partir de cette période-là où c'est l'argent qui va tout diriger. Aux nobles succèdent les notables, l'explosion du capitalisme. Avant la Révolution, les banquiers, sauf Necker, ne tenaient pas le haut du pavé. Nombre sont ceux de confession protestante. Le Genevois Isaac Mallet en 1711, le Vaudois Delessert en 1735, le Neuchâtelois Perregaux en 1781, le Zurichois Oettinger 1783 et le calviniste Tronchin. La Révolution assure la promotion des bourgeois fortunés qui prennent le contrôle des municipalités. À Marseille, Lyon, Bordeaux, Nantes, ils sont tous affiliés aux loges maçonniques. Affairistes de toute nature, spéculateurs sur les charges, les assignats, les biens nationaux, les denrées coloniales, les fournitures aux armées, etc., etc. En 1808, les 150 contribuables les plus imposés à Paris sont Perrier, Mallet, Delessert, Vence, Chaptal, qui reçoit 400 000 francs de revenus annuels. Perregaux est présent avant 1789. C'est lui qui est intervenu au niveau de la Bastille, carrière de pierre. Poursuit des opérations de change sur Amsterdam, Londres, Hambourg et transfère ses avoirs en Angleterre. Il jouit des égards de Cambon, de la confiance de Fouquier-Tinville et de Robespierre. Il marie sa fille à Marmont, finance le 18 Brunner, et il associe à sa banque le commis Lafitte qui deviendra la banque Lafitte. Les autres banquiers, Greffoul, Clavière, Récamier, Doyon, Barillon et à Lyon, Morin-Ponce en 1802. Les crises de 1796-1797, les rentes s'effondrent, taux d'intérêt 50%. À Paris, les banquiers Fuld, Oppenheim en 1806,
Delessert, calviniste, passe des fonds à l'étranger, spécule sur les assignats et les biens nationaux, importe des machines agricoles, introduit le mérinos, commerce avec les îles de l'océan Indien, et il a été fait baron d'Empire. Le banquier Ouvrard joue en eau trouble, avec Carrier, Robespierre, Barras. Il est propriétaire de plusieurs châteaux, de 80 fermes en Rhénanie, de 8 à 10 hôtels particuliers à Paris. Il a le monopole du commerce avec les colonies espagnoles, et c'est là où il y a la fameuse affaire des piastres. Il loge Talleyrand. Ouvrard doit 58 millions au Trésor et dépose le bilan. Mais il rebondit en 1814. Ces gens-là, ça rebondit toujours. Le 19e siècle, c'est le règne de l'argent, montée de la corruption, on achète les consciences, les concours, les suffrages. En 1806, parmi les contribuables les plus imposés du département de la Seine, on retrouve quand même un certain nombre d'aristocrates, comme les ducs de Luynes, les ducs de Choiseul-Praslin, le duc d'Harcourt, les Lefebvre d'Ormesson, Montesquieu et le prince de Talleyrand-Périgord. La Révolution n'a pas ruiné, ne les a pas tous ruinés. Les autres corrupteurs, les Autrichiens, les Hollandais, les Prussiens et les Anglais, tous se monnaient. Élargissement de détenus, certificats civiques, vote. Parmi les révolutionnaires, les purs sont Carnot, Saint-Just et Robespierre, et les corrompus Mirabeau, Danton, Marat, Fabre d'Églantine, avec le scandale de la Compagnie des Indes, Fouquier-Tinville, Desmoulins, Cambon, Dumouriez, Hébert, Tallien, Barras, toute la famille impériale, même Lucien, qui accepte des millions et des diamants du roi d'Espagne. La fortune de Talleyrand est estimée à 40 millions. Il encaisse 7 millions du traité de Lunéville. De Gaudois, il reçoit de gros pourboires, et du tsar en 1810, il reçoit 1,5 million. Face à l'Angleterre, la France a perdu la partie financière. 39 milliards d'assignats sacrifiés par les 29/30e. 2400 millions de mandats territoriaux annulés pour 99 centièmes. L'affaire du tiers consolidé, les porteurs de rente ont perdu 2 tiers de leurs avoirs, soit 172 millions d'arrérage pour un capital de 3400 millions. L'Empire s'achève avec un déficit budgétaire cumulé de 1300 millions, plus l'indemnisation de guerre de 700 millions à payer en 5 ans et des frais d'occupation de 100 millions. 2805 millions, c'est le coût de la Révolution et de l'Empire pour l'État. En équivalence or, cela représente 800 tonnes d'or, soit 40% de la production mondiale d'or au 18e. La production mondiale d'or au 18e était de 2150 tonnes. Je rappellerai qu'actuellement la Banque de France possède 2400 tonnes d'or. La livre sterling s'est maintenue malgré de nombreuses crises. Sa convertibilité a été suspendue à plusieurs reprises. En 1816, Londres a adopté les talons or. L'Angleterre compte 400 banques provinciales en 1793 et 900 en 1815. En 1815, Rothschild vend les fonds anglais faisant croire à la défaite et les rachète au plus bas cours. C'est ainsi qu'ils ont bâti leur fortune, et les Rothschild se sont implantés à Francfort, à Vienne, à Paris, à Naples et à Londres. Passons maintenant quelques mots sur le bilan social. Le consommateur durant cette période a été la victime. Le français de 1815 n'oublie ni l'inflation ni le blocus. Sur un plan international, les prix ont augmenté de 1733 à 1817. Sur cette période, les prix de gros ont été multipliés par 3. Les consommateurs disposent de plus de marchandises et de plus de moyens de paiement. Et les dépenses alimentaires représentent 2 tiers des dépenses familiales, avec une fluctuation en fonction des régions et des récoltes. Le prix du pain, 4 sous le kilo avant la Révolution, 34 centimes en 1801, 30 centimes en 1815, 41 centimes en 1816. Le sucre, 166 francs le quintal en 1820 contre 130 en 1790. La fonte, 30 francs en 1820 contre 26 francs en 1790. Le prix du mètre de drap entre 1800 et 1813
est passé de 11,25 contre 8. Le prix du coton a plus que doublé en 25 ans. Un hectolitre de cognac valait 200 francs en 1816 contre 115 francs en 1789. Les pensions des collèges libres, 750 francs sans restauration contre 518 francs avant la Révolution. Le prix de la viande a baissé, 0,96 en 1820 contre 1,06 en 1790. L'indice des prix de gros est passé de 137 en 1790 à 153 en 1820. L'indice des prix de détail famille d'ouvriers parisiens de 1810 à 1820 passe de 74 à 80. L'indice du coût de la vie augmente de 10% entre 1800 et 1810 et de 16% entre 1800 et 1820. À la veille de la Révolution française, la France rurale représente 7 500 000 salariés, dont 4 millions de journaliers, 1,7 million de vignerons tonneliers, 1,8 million de carriers mineurs voituriers, sur une masse sociale de 20 à 22 millions. La main-d'œuvre des villes représente 9 millions. Le salaire du main-d'œuvre est de 25 sous dans le sud-est, 15 à 17 sous dans le sud-ouest, et dans le nord-nord-ouest, 12 sous en Bretagne. L'ouvrier qualifié à Paris entre 1780 et 1820 touche 750 livres à 1200 livres annuels. Un conseiller d'État sénateur, 25 000 livres en 1801. Le premier consul touche annuellement 500 000 francs. Un sous-lieutenant a une solde mensuelle de 93 livres. Je vous donne quelques idées comme ça, là, émanant de documents d'époque qui datent de l'an 10, c'est-à-dire entre 1801 et 1802. Le général en chef des armées touche 40 000 francs par an, le général de brigade 12 000, l'aide de camp sous-lieutenant 1100, le capitaine 2003. Les officiers des armées annuels, chef de bataillon à pied 3 600 francs annuels, s'il est à cheval 4 000 francs. Lieutenant à pied 1250 francs, à cheval 1450. Sous-lieutenant à pied 1000 francs à pied et 1150 francs à cheval. La solde journalière des sous-officiers de troupes à pied, un adjudant perçoit 1,6 francs par jour, un musicien 0,55 francs, un maître armurier 0,30 francs, un sergent 0,71 francs. Le préfet des Bouches-du-Rhône à la même époque touche 50 000 francs annuels, le préfet de la Seine 100 000 francs, Davout qui a cumulé les soldes touchait 280 000 francs annuels, Berthier 350 000 francs. En 1807, Napoléon s'est montré très généreux. Il a distribué 100 000 francs au maréchal Oudinot, 400 000 francs au maréchal Masséna, 300 000 francs au maréchal Lannes et 600 000 francs au maréchal Soult. Le travail à la journée pour un tailleur de pierre entre 1800 et 1814 passe de 2 francs 75 à 3 francs 75. Le maçon passe, lui, de 2 francs 40 à 3 francs 50. Et le charpentier de 3 à 4. À Paris, le menuisier et le serrurier passent de 1,90 francs en 1789 à 3 en 1810. Le domestique de ferme, c'est 100 francs par an en 1789, 280 francs par an en 1814. La hausse des moyennes des salaires avoisine ou dépasse les 50%. Et ensuite, apparaît 1815, on a une stagnation des salaires. On a eu une variation des prix du blé en hausse en 1803 et 1812 et en baisse en 1799, 1809 et 1814. Les loyers sont élevés, mais on construit peu à cette période. Les fermages augmentent de 60%. De la Révolution à l'Empire, le français sort avec un meilleur pouvoir d'achat. Le niveau de vie, aisance accrue dans les milieux relativement favorisés, en moyenne le français dispose de 1984 calories par jour, contre sur la période 1815-1824, contre 1753 sur la période 1780-90. Par contre,
Pour les Français des couches pauvres, la ration calorique demeure inférieure au minimum indispensable à un travailleur. Les classes favorisées, dans ces classes-là, les mets sont plus choisis, le budget des Français moyens s'ouvre à un certain superflu. Le taux de croissance annuel du PIB est de 3% entre 1796 et 1815. La classe moyenne s'étoffe, il y a un peu moins de pauvres. Les classes de la société se trouvent changées, mais pas métamorphosées. La société est restaurée, elle est remodelée. Les nobles en 1789 étaient plutôt de gauche, en 1815 ils sont plutôt de droite. Les anciens nobles gèrent mieux globalement qu'ils ne géraient avant la Révolution. Les ecclésiastiques obtiennent peu, abolition du devoir du dimanche chômé suite à l'abrogation du Concordat de 1801. Après 1815, une majorité de concentreurs se heurte à quelques libéraux et gallicans. Le tiers est aussi disparate en 1815 qu'en 1789. La bourgeoisie, c'est la force vive enrichie sous le directoire. Les marchands sont les auxiliaires de la bourgeoisie. Les paysans, globalement, ont plus gagné que perdu. Un plus grand nombre d'entre eux sont propriétaires, mais leur sort n'a pas fondamentalement changé. La condition ouvrière s'est avilie avec la mort du compagnonnage et l'interdiction du syndicalisme. À Paris, plus de 100 000 mendiants en 1802 et 1813. Le français fait figure de girouette royaliste, brissotin, jacobin, révolutionnaire, thermidorien, consulat, empire, peuple versatile. Et c'est toujours pareil à l'heure d'aujourd'hui. D'autres Français sont restés en marge des événements en attendant que les faits décident pour eux. Je vais porter en conclusion un petit regard sur un modeste village de la France profonde suite au registre des délibérations. De 1789 à la Terreur, indifférence des citoyens par rapport aux événements de Paris. Pas de ferveur révolutionnaire, pas de marque d'indignation, fidélité au calendrier traditionnel. En 1791, remise des registres paroissiaux aux maires. Les gens se désintéressent des élections. Pas de volontaires pour les gardes nationaux, ni pour la levée des troupes, ni pour l'adjudication des cloches. Pas d'enthousiasme pour répondre aux exigences de la République. La province semble suivre de mauvaise grâce. Les Français oublient le calendrier révolutionnaire. On a gagné Avignon, Mulhouse, Polytechnique, la Banque de France, la législation fiscale est plus cohérente, les départements, les instituts, le sucre de betterave, l'abolition du privilège du sang, le partage des terres. Mais on a perdu 2 millions d'hommes, les places de la frontière nord-est, Saint-Domingue, l'Île-de-France, les cathédrales, les monastères, les châteaux, de nombreuses libertés, notamment les libertés provinciales et révolutionnaires. On a cumulé un retard sur le plan industriel et commercial. La France ressort affaiblie de cette période. Par contre, pendant ce temps-là, l'Angleterre s'est renforcée avec l'augmentation de sa population, le charbon, le fer, les machines, le marché extérieur, et sa monnaie va dominer le monde. Alors, cette période révolutionnaire, on nous a toujours présenté cela avec une légende quelque peu sacralisée. La Révolution enseignait la pseudo-liberté, je dirais, aux nations. L'Empire a réformé l'Europe, surtout avec les codes Napoléon, mais les codes Napoléon qui, en fait, étaient issus des travaux qui avaient commencé sous Louis XV. On oublie la terreur, on a ainsi le règne de la bourgeoisie, le code civil méprise la femme et incite à limiter le nombre d'enfants. C'est la débâcle un peu au niveau des colonies. Les Hollandais ont été dépossédés d'un certain nombre d'entre elles, qui ont été récupérées par les Anglais. L'éclatement des Pays-Bas, création de la Belgique. La Révolution et l'Empire ont préparé l'avènement de 2 États puissants, l'Allemagne et l'Italie. L'Autriche ressort diminuée,
et la Russie est trop éloignée pour qu'on puisse en dire quelque chose. Donc voilà, j'en ai terminé de cette présentation sur le coût de la Révolution française et de l'Empire. Maintenant, je vais vous inviter à poser des questions par rapport à ce que je viens d'écrire devant vous. Et ce qui me semble important, c'est qu'on puisse réfléchir tous ensemble par rapport à la situation que nous connaissons actuellement, qui est assez qu'on peut mettre en parallèle sans difficulté par rapport à ce qu'ont vécu nos ancêtres, et essayer de trouver des solutions aux maux qui nous occupent à l'heure d'aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention.